Cyrielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui en direct jusqu'à 16h30 pour une émission spéciale Yom Ha'atzmaut, la fête de l'indépendance d'Israël qui fête ses 75 ans. Bon anniversaire comme on dit. L'occasion bien sûr de recevoir, d'échanger avec mes invités, chroniqueurs Radio J pour en parler en première partie. Société et diplomatie avec un point avec Alexandra Senigou, Arnaud Klarsfeld, aussi Guy Konopnicki et puis bien sûr nous serons sur place avec Pascal Sunshine en direct de Jérusalem. Deuxième partie avec Avi Pazner, bien sûr. Gilles Pudlowski, on parlera bien sûr gastronomie et puis Mata Gabin pour les festivités. Et puis nous finirons avec de l'économie et de la culture, bien sûr. Daniel Rouache, Hélène Kutner pour du théâtre et puis le reste de la culture israélienne avec l'émotion de Jérôme Goulon. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous appeler. Notez bien 01 53 75 26 26 01 53 75 26 26 ou bien en Facebook Live de l'émission sur la page Radio J sur Facebook. À tout de suite. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Et alors bien sûr toujours le début, Israël fête depuis hier soir le 75e anniversaire de son indépendance, 75 ans de lutte pour son existence et sa liberté. L'occasion bien sûr de revenir sur l'histoire de ce jour si spécial avec vous Alexandra. Tout commence le 14 mai 1948, Cyrielle David Ben Gourion déclare l'indépendance d'Israël et devient ainsi le premier ministre de l'État hébreu. À 16h, il s'installe dans la galerie principale du musée de Tel Aviv sous le portrait du père du sionisme politique, Theodor Herzl. David Ben Gourion commence la lecture de la déclaration qui garantit qu'Israël est un État de droit et qu'il cherchera à tout prix à sauvegarder la paix dans la région. Puis il signe la déclaration et invite les membres du gouvernement à faire de même. La cérémonie dure à peine une demi-heure, mais elle se finit avant l'entrée de Shabbat. Et dehors, c'est la fête. Comme tout État, Israël choisit ses emblèmes. Tout d'abord, son drapeau composé de l'étoile de David et de 2 bandes bleues. Puis, son hymne national, la Tikva, qui veut dire l'espérance en français. Les paroles ont été écrites par Naftali Hertzimber en 1878 et Samuel Cohen en a composé la musique en 1888. 52 ans plus tard, le projet fou rêvé par Theodor Herzl est enfin devenu réalité. Chaque 5 iyar en Israël et dans les communautés juives du monde entier ont fête l'indépendance de ce petit État, petit mais qui compte aujourd'hui près de 10 millions d'habitants. L'heure est donc à la fête aujourd'hui. Alors Alexandra, comment les Israéliens célèbrent-ils Yom Ha'atzmaut? Et puis on écoute la Tikva évidemment en fond. Les célébrations ont commencé hier soir aux alentours de 20h, juste après la clôture de Yom HaZikaron. Et c'est une grande cérémonie à Jérusalem qui a ouvert la fête. Plusieurs personnalités politiques ont pris la parole, notamment le président de l'État, Yitzhak Herzog. Tout cela s'est terminé avec des feux d'artifice, des scènes de liesse dans les rues et une série de concerts. Ce matin, l'armée de l'air israélienne s'est envolée pour sa traditionnelle parade qui a survolé tout le pays. Et là, les Israéliens, comme à leur habitude, se sont rendus dans les parcs, les plages, les sites naturels et d'autres espaces ouverts pour des barbecues et avoir la meilleure place pour pouvoir admirer le défilé. Des concerts et des fêtes sont encore prévus jusqu'à ce soir, Cyrielle. Et on aimerait beaucoup y être, Alexandra. Merci beaucoup, Alexandra Senigou. On vous retrouve à 16h et puis 15h30 pour toute l'information. À tout à l'heure. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Arnaud Klarsfeld. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de Radio J. Vous faites partie de la maison. Vous serez avec nous pendant le démarrage de cette émission. On se connaît un petit peu. Le monde vous connaît évidemment en tant qu'avocat franco-israélien. Vous êtes un sioniste dans l'âme. D'abord, je voulais vous demander quel souvenir vous gardez de la première fois que vous avez foulé la terre d'Israël. J'imagine que vous étiez petit ou pas, vous allez nous le dire. Ah oui, j'étais petit. C'était en 1974. Ma mère et mon père avaient été invités par Teddy Kollek et on était arrivés, je me rappelle, au King David où on était restés quelques jours parce que ma mère était allée protester, était très connue en Israël, elle était allée protester pour en Syrie, sur place en Syrie, pour obtenir la libération des prisonniers israéliens dont la Syrie refusait de donner les noms et on avait été invités en Israël. Mon père était très ami avec Begin, enfin là à l'époque c'était pas Begin qui était au pouvoir, mais mon père avait fait un documentaire sur Begin
Et après, on est allé au kibbutz. Au kibbutz, on a passé 1 mois et demi ou 2 mois, je m'en rappelle plus. Au kibbutz d'Alia, avec ma petite sœur qui venait de naître, Lida. Et c'était très très agréable. J'ai de bons souvenirs du kibbutz où je suis retourné plusieurs fois après, au kibbutz d'Alia, au kibbutz Regavim, au kibbutz Gan Shmuel. J'ai même fait ma bar mitzvah au kibbutz Merom Agolan en face de la frontière syrienne. Donc une partie de ma vision d'Israël à l'époque a été vue au prisme du kibbutz et de la vie socialiste du kibbutz, qui n'existe plus tellement d'ailleurs en Israël, mais si Israël était resté ainsi, peut-être qu'il ne serait pas aussi puissant aujourd'hui. C'est devenu, c'est vrai, un pays un peu plus dur, je crois que les gens le remarquent, peut-être un peu plus divisé, mais il y a des gens de différents backgrounds qui sont arrivés. Mais c'est quel chemin parcouru depuis que les Juifs étaient tués avec leurs enfants de toutes les manières possibles en Europe il y a 80 ans. Justement. Donc c'est fantastique et Israël est un pays fort, puissant, économiquement, technologiquement. Donc c'est quelque chose de fantastique. Et justement, on va en parler tout du long de cette émission, évidemment, de l'évolution d'Israël depuis 75 ans. Aujourd'hui, on se souvient bien sûr, Arnaud Klarsfeld, de la déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël par Ben Gurion. C'était le 14 mai 48. C'est toujours un frisson, puisque cela marque la terre de tous les Juifs de la diaspora, et c'est aussi une libération. Est-ce que c'est comme ça aussi que vous voyez les choses ? Disons, Israël est le garant de la dignité des Juifs de par le monde. Les Juifs aujourd'hui ne sont plus persécutés où que ce soit. Je crois que la situation des Juifs n'a jamais été aussi bonne depuis. Elle n'a jamais été aussi bonne, je crois, de même avant, peut-être du roi, au moment du roi David, peut-être, mais même après, il y avait un royaume de Juda et un royaume d'Israël. Les Juifs se battaient entre eux. Et même au moment du Second Temple, quand les Romains étaient en train d'assiéger Jérusalem, les Zélotes et les autres se battaient et se tuaient entre eux. Donc c'est important pour les Juifs de garder ce qu'a rappelé le président Herzog, c'est-à-dire de rester unis pour le bien du peuple juif et d'Israël. Justement, Arnaud Klarsfeld, vous avez habité en Israël en 2003. Vous avez effectué votre service militaire au sein d'une unité de garde frontière de Tzahal. Je voulais le rappeler. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait votre devoir ? Vous vous sentiez empreint d'une mission qui va peut-être, sans doute, comme vous l'expliquez, dans la continuité de celle de vos parents ? C'est venu aussi du kibbutz, du fait que j'étais indigné de ce qui se disait dans les médias et dans le monde politique en France à l'époque, et que oui, c'était une mission pour moi-même, quoi, à accomplir, de devenir israélien aussi. Et si je devenais un israélien, j'estime qu'il fallait faire son service militaire dans une unité combattante. Mais je ne pense pas, comme certains Israéliens pensent, que tous les juifs religieux doivent faire leur service. Ça me dérange absolument pas que les juifs religieux ne fassent pas leur service, c'est-à-dire parce que pendant des siècles, le peuple juif a survécu grâce aux juifs qui étudiaient la Torah. Donc, il faut être tolérant, et ça me fait mal au cœur, les divisions dans la société israélienne. Et justement, j'ai très envie de revenir là-dessus avec vous. Le 14 mai 1948, le Premier ministre David Ben Gurion dit « Nous appelons tous les Juifs de la diaspora à se joindre à nous et à nous prêter main forte pour faire que la rédemption d'Israël soit assumée jusqu'à la fin des siècles. » Il n'avait pas tort, puisque la guerre est déclarée dès le lendemain par la Jordanie, notamment avec ces fameux tanks envoyés qui ont dû rebrousser chemin grâce à un millier de Juifs religieux qui se sont rassemblés en ce jour de Shabbat pour creuser des tranchées. Ça aussi, c'est un miracle. Outre, bien sûr, la déclaration qu'il est aussi, vu les conditions dans lesquelles cette déclaration a été organisée. On ne va pas revenir là-dessus, mais est-ce que cet anniversaire, personnellement, Arnaud Klarsfeld, il vous émeut, peut-être chaque année, vous touche, parce qu'il marque aussi le fait qu'Israël, malgré tout ce qui se passe, reste toujours debout?
Bon, j'y pense pas chaque année, j'y pense quand j'entends la Tikva, oui, j'ai des frissons, comme quand j'entends d'ailleurs la Marseillaise, ou même comme quand j'entends l'hymne américain. C'est les souvenirs de l'enfance qui font qu'on est attaché à une cause à l'âge adulte. Mais je suis content que l'État d'Israël soit fort. Je voudrais bien qu'il y ait la paix avec les Palestiniens. Je remarque qu'Israël, les Juifs ont accepté tous les plans de partage qui ont été proposés, le plan Peel en 1936, le partage en 1948, en 67 aussi, ils étaient d'accord. Bon, et aujourd'hui, si les Palestiniens disaient, bon, ok, vous voulez un État avec l'identité juive, ok, on comprend, tous les États arabes ont une identité islamique, et pour le retour des réfugiés, on peut s'arranger autrement, financièrement et tout ça. Israël serait obligé d'accorder le territoire aux Palestiniens, qui d'ailleurs, dans le futur, il y a 70% de Palestiniens qui vivent aujourd'hui en Jordanie. Il y aura sans doute une fédération qui se créera. Mais je crois qu'une partie des dirigeants palestiniens ne veulent pas d'un État juif. Ils voudraient que ce soit un État binational, mais c'est avec un État. Si les Juifs sont une minorité en Israël, je donne pas cher d'Israël comme État juif. Et c'est toute la complexité qui fait qu'on en est là aujourd'hui. Arnaud Klarsfeld, pour revenir à notre actualité, bien sûr, est-ce que vous marquez, vous, ce jour de Yom Ha'atzmaut particulièrement? Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Est-ce que peut-être vous avez même vécu Yom Ha'atzmaut sur le terrain en Israël? Oui, il y avait des alertes quand j'étais à l'armée, mais sinon, non, je suis pas très anniversaire. Bon, ça me fait plaisir si je vais à une réception ou quelque chose comme ça, mais sinon, non. C'est tous les jours ou quand j'y pense, mais j'ai pas une émotion spéciale aujourd'hui parce que c'est le 75e anniversaire. J'ai une émotion spéciale quand je me rappelle la manière dont les Juifs étaient tués à coups de bâton un peu plus tard. Et là, j'étais en Israël il y a une semaine et j'ai vu là, vous avez parlé des avions qui s'entraînaient. J'ai vu les avions sur la Méditerranée qui montaient en l'air. Je m'en rappelle plus si c'était des F-35 ou encore des F-16. Mais bon, quel changement, et il faut faire en sorte que ça reste. Et les querelles inutiles ne sont pas nécessaires. Faut utiliser les mots de la police. Voilà, donc Israël doit rester uni, c'est important. Merci beaucoup Arnaud Klarsfeld d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette émission spéciale sur Radio J. Je rappelle qu'on vous retrouve bien sûr tous les mercredis à 7h05 sur notre antenne. Merci d'avoir été avec nous pour cet anniversaire. Merci à vous, au revoir. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on retrouve avec nous Guy Konopnicki, journaliste à Marianne, écrivain. Bonjour Guy. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone aujourd'hui. Aujourd'hui, on fête un anniversaire, 75 ans d'Israël. Est-ce que vous avez un souvenir mémorable en Israël ou peut-être même à l'occasion de cet anniversaire que vous auriez pu vivre sur place? Oh, j'en ai plusieurs, des souvenirs mémorables en Israël et des souvenirs sur Israël ici, parce que il se trouve que je suis né la même année que l'État d'Israël. Donc, quand l'État d'Israël fête ses 75 ans, je sais que dans quelques mois, je fêterai les miens. Israël, c'est d'abord le premier souvenir, c'est mon grand-père qui était un admirateur de David Ben-Gourion et qui était engagé au Palais de Sion depuis la Pologne. Et donc, je reverrai toujours assis dans son fauteuil, lisant un journal, son journal tous les jours, qui était abonné, Inzervort, journal Links Politien, sioniste de gauche, en yiddish, et avec au-dessus de sa tête les photos de Herzl et de Ben-Gourion, et la tirelire du KKL. Et donc, les visiteurs savaient que pour lui faire plaisir, il fallait faire une mitzvah et donner quelque chose pour Israël. D'abord, c'était ça, pour moi. Ensuite, ça a été la contradiction de ma jeunesse, très largement partagée dans notre génération de jeunes juifs. Nous étions engagés très à gauche, dans des mouvements, des partis assez hostiles à Israël.
et il y avait là-dedans chez nous une forme de maranisme, c'est-à-dire que je n'oublierai jamais ce moment de la guerre des 6 jours où entre 2 examens en plus, nous étions dans des polémiques assez violentes. Et puis à ce 6e jour, cette victoire magnifique, et je me retrouve avec des camarades de mêmes engagements à fêter cette victoire dont nous étions très fiers. Et ensuite, je suis allé chez mes parents et il y avait la télévision et le drapeau d'Israël s'y montait sur Sharm el-Sheikh. Et ça, cette image-là, elle est restée pour moi gravée, c'est-à-dire de fierté. Les Juifs savaient se défendre, les Juifs étaient capables de vaincre 3 puissances surarmées à 1 contre 10, ils avaient gagné en quelques jours. Voilà, ça c'est un souvenir qui demeure, quelles que soient toutes les polémiques qu'on a pu avoir après. Guy sur la suite des événements, ça reste pour moi un événement qui m'a marqué totalement, évidemment. Je rebondis, je me permets par rapport à ce que vous dites, pour avoir lu un papier dans Actualité Juive où un historien disait que jusqu'à présent, Israël avait gagné sur des plus faibles face au Hezbollah et au Hamas. Bon, voilà, moi, je l'ai appris. Est-ce que vous pensez qu'Israël, jusqu'à maintenant, a gagné des guerres où ils étaient plus forts que les adversaires et qu'on a plus à craindre aujourd'hui ? Alors, Israël a aujourd'hui des adversaires plus faibles que n'étaient l'Égypte, la Syrie, la Jordanie coalisées, soutenues derrière par l'Irak, l'Algérie, par l'ensemble du monde arabe. L'Égypte était surarmée. C'était les images de ces centaines de chars arrêtés dans le désert, dans le Sinaï, de l'aviation syrienne équipée par l'Union soviétique, des MiG dernier cri, cloués au sol au premier jour de la guerre de la guerre du Kippour, parce que le général Weizmann veillait, n'était pas très religieux et a vu le premier les radars. Dans les radars, que les avions égyptiens étaient déjà en l'air et les Syriens s'apprêtaient à décoller. Donc, ces 2 guerres, 67 et 73, théoriquement, l'adversaire est plus fort. Alors, il est mal commandé, les soldats sont beaucoup moins motivés que les soldats israéliens, Israël défend sa peau, c'est-à-dire que une défaite en 67 ou en 73, c'est une catastrophe parce qu'il y a très peu de recul, on est tout de suite acculé dans les zones de concentration d'habitation, et puis derrière il y a plus que la Méditerranée, donc c'était des guerres formidables, des vraies guerres populaires, une vraie armée populaire. Et une motivation supérieure. Et paradoxalement, c'est plus difficile maintenant. D'abord parce que l'opinion mondiale est totalement retournée et hostile, parce qu'il y a cette idéologie qui fait qu'on croit défendre le faible, c'est-à-dire le pauvre habitant de Gaza. C'est pas le pauvre habitant de Gaza qui fait la guerre, mais une organisation terroriste qui a le contrôle du territoire. Et évidemment, désormais, Israël gagne systématiquement militairement et perd politiquement. C'est-à-dire que chacun des derniers affrontements a été pour Israël une victoire militaire, une défaite politique. Guy Konopnicki, vous êtes un spécialiste de la société. Comment vous voyez l'évolution de ce pays, le climat notamment qui règne au sein de sa population, non seulement ces dernières années, mais on est obligé, bien évidemment, en filigrane, de parler de ce qui se passe en ce moment. On voit la réforme judiciaire qui est pointée par la moitié des citoyens en Israël, qui divise, c'est ce qu'on dit. Est-ce que ça, c'est un inédit ? Alors évidemment, c'est un inédit parce que c'est la première fois qu'un gouvernement veut toucher aux structures fondatrices de l'État d'Israël. C'est-à-dire que le système actuel, la Cour suprême, l'indépendance de la justice, relative comme dans toutes les démocraties comparables, mais tout de même il y a l'indépendance de la justice, une justice civile,
distincte de la justice religieuse, parce que c'est aussi ça l'enjeu. Ceci date des lois fondamentales en l'absence de constitution et date au fond de la tradition juive. Dans la tradition juive, dans toutes les communautés du monde, il y a toujours un moment où on s'en remet au Dayan. Dans la tradition juive, il y a le livre des juges, il y a l'époque des juges, qui est une grande époque de l'histoire du peuple juif. Il y a le Talmud, qui est aussi un traité de droit, qui est à Babylone. Les Juifs discutent de la loi constamment, vont le faire pendant 2000 ans. Le fait de toucher à ça soulève les plus grandes manifestations de l'histoire d'Israël. Ça, il faudrait que l'aile la plus politique de la coalition gouvernementale finisse par le comprendre. C'est-à-dire que ce qui est catastrophique en Israël, c'est ce système politique dont on ne voit pas comment il peut changer. Mais les élections à la proportionnelle donnent un pouvoir considérable à de petits partis, et là, en l'espèce, de petits partis extrémistes. Alors, tant que c'était le petit parti dont les travaillistes avaient besoin, c'est-à-dire le Parti national religieux, qui faisait la pointe et qui imposait, il faisait la pointe à la majorité, et il imposait un certain nombre de règles, fermeture du Shabbat, etc. Bon, c'était d'autant plus supportable que les plagistes de Tel Aviv payaient la bande et pas seulement eux d'ailleurs, et tout allait bien. Là, c'est beaucoup plus violent. Ce sont des exigences très violentes et qui en plus peuvent mettre en péril l'économie d'Israël, parce que le pays du high-tech, le pays dont le tourisme est aussi une ressource considérable. Justement, bien sûr, on va en parler dans un instant avec notre invité Daniel Rouache. Un petit mot pour conclure, très bref, vraiment parce qu'on n'a pas le temps, mais je voulais quand même vous demander, Guy Konopnicki, c'est Yom Ha'atzmaut, c'est la fête. Israël, a priori, met justement sa division de côté, avec un rassemblement à la joie commune, bien sûr, la fierté, l'existence de ce pays, qui certes politiquement peut diviser, mais qui a quand même le mérite, encore une fois, d'être toujours debout, même quand il y a de l'adversité. Oui, bien sûr. Bien sûr qu'aujourd'hui, on ne peut que souhaiter qu'Israël retrouve son unité, que la crise politique soit... Vous y croyez ? Soit résolue dans la raison. Vous y croyez ? Je persiste à croire à l'intelligence du peuple juif et d'Israël. Je crois que il y aura des recompositions politiques. Elles me paraissent inévitables. Inévitables et essentielles. Le Likoud n'est pas exclusivement composé d'extrémistes prêts à tout pour conserver le pouvoir. Et donc, oui, des choses devraient logiquement se passer dans l'intérêt du pays, parce que la grande qualité des Israéliens, c'est qu'à un moment, quand l'intérêt supérieur du pays est en jeu, les divisions sont mises au second plan. C'est ce qui se passe quand le pays est attaqué. À chaque fois, on a vu le pays debout, uni. Et quand il est attaqué par ses propres divisions, je crois que beaucoup de gens de responsables politiques seront amenés à réfléchir là-dessus. Je suis plutôt optimiste. Merci. On ne chante pas la tikva pour rien. Vous avez bien raison. On va écouter très brièvement un petit peu de musique en vous disant au revoir. Merci beaucoup Guy Konopnicki. On vous retrouve bien sûr tous les dimanches à 7h20 sur Radio J. Tout de suite la suite de cette émission, mais d'abord le rappel des titres. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. 15h
15h30 passé d'1 minute sur Radio J. Bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite. Le rappel des titres avec Alexandra Sénigou. Rebonjour Alexandra. Rebonjour Cyrielle, à la une de l'actualité, Israël de fête depuis hier soir, le 75e anniversaire de son indépendance. L'armée de l'air a pris son envol ce matin pour la traditionnelle parade. Les Israéliens se sont rendus dans des parcs, des plages, des sites naturels et autres espaces ouverts pour des barbecues et admirer le défilé qui a survolé tout le pays ce matin. Diplomatie, de nombreux alliés d'Israël ont souhaité un très bon anniversaire à l'État hébreu, à commencer par les États-Unis. Le président Joe Biden, il a adressé ses meilleurs vœux pour Israël et les 75 ans de sa création, tout en affirmant qu'il est un ami de toujours et un partisan de l'État hébreu. L'actualité en France, le Zénith de Paris insiste sur sa vigilance, notamment en matière de respect de l'ordre public concernant un spectacle de Dieudonné et Francis Lalanne. Il est prévu le 14 septembre prochain. Les deux hommes ont déjà essayé de faire jouer leur projet commun intitulé La Cage aux Fous au cirque d'hiver à Paris le 7 avril dernier, mais cette salle l'avait fait annuler. Au chapitre politique, la première ministre Elisabeth Borne a dévoilé sa feuille de route pour concrétiser les 100 jours d'action demandés par le président Emmanuel Macron. La chef du gouvernement s'est exprimée ce midi. Elle a notamment annoncé qu'il n'y aura pas de texte sur l'immigration avant l'automne, faute de majorité. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve à 16h pour le journal complet, suivi d'un nouveau point sur notre journée. Évidemment, tout de suite, une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mes invités et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. 3 expressions en quoi 3 semaines franchement, on a connu mieux en termes de com. Des manifestants avec les casseroles qu'on évacue pour la visite de Jupiter. On a le droit de manifester. Le zèle de ces préfets me semble de très mauvais aloi. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. Vous avez rendez-vous avec le printemps. Avec Elal, profitez du printemps pour vous envoler à prix fou. Paris-Tel Aviv aller-retour à partir de 335 € TTC. Oui, 335 € TTC. À ce prix-là, profitez-en. Réservez maintenant. Appelez vite votre agent de voyage habituel ou Elal au 0800 99 40 40 ou rendez-vous sur elal.com. Elal.com. Offre soumise à conditions et disponibilité. Elal, plus qu'une compagnie aérienne, c'est Israël. Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mes chroniqueurs et mes invités aujourd'hui. Nous serons bien sûr en direct dans un instant avec Avi Pazner, ancien diplomate et ancien ambassadeur à Paris et à Rome et ancien porte-parole du gouvernement israélien, Gilles Pudlowski, critique gastronomique, et Mata Gabin pour les réjouissances. Mais tout de suite, on retrouve Pascal Zenschein en direct de Jérusalem. C'est pas grosse. Bonjour Pascal. Bonjour Cyrielle. Bonjour Pascal, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Jérusalem. Quelle est l'ambiance pour ce jour de fête ? L'ambiance qu'on pouvait imaginer, celle d'un Yom HaAtzmaut, comme tous les autres, peut-être même d'ailleurs avec un peu plus d'entrain ou d'enthousiasme ou de volonté des Israéliens, justement, de marquer cette journée, de se réjouir, de dire qu'ils sont toujours là, malgré les divisions, malgré les crises. Une impression vraiment d'enthousiasme et quelque part aussi de soulagement. On est arrivé à cette date anniversaire sans trop de casse finalement, et puis avec toujours cet espoir dans l'avenir qui fait avancer les Israéliens et qui leur fait aussi apprécier le sens de la fête, le sens de cette journée. Alors évidemment avec les excursions, les balades, les pique-niques, il n'y a plus un carré de pelouse disponible depuis ce matin parce que tout le monde est sorti avec les glacières et le barbecue pour s'installer pour le pique-nique familial ou entre amis. Et c'est dans les parcs nationaux, dans les jardins publics, sur les plages, absolument partout, y compris d'ailleurs dans les jardins en bas des immeubles, d'où monte une joyeuse odeur de merguez depuis la fin de la matinée.
Donc, on est dans l'ambiance normale de Yom HaAtzmaut. Une ambiance normale, donc absolument pas divisée. C'est vrai qu'on l'a beaucoup craint ces dernières 24 heures et même, j'ai envie de dire, depuis quelques jours. Donc finalement, le pays reste rassemblé. Vous, hier soir, par exemple, Pascal Zenschein, est-ce que vous avez fait quelque chose de précis, de spécial ? On s'est un petit peu promené sans vraiment avoir le courage de rejoindre le centre-ville et la rue Yafo au long de laquelle avaient été déployées plusieurs scènes pour toute une série de concerts, de musique israélienne, de trance, de techno, de danse folklorique. Mais finalement, l'ambiance dans le reste de la ville était à peu près aussi festive, peut-être un petit peu plus spontané, un petit peu plus familial, avec là encore des familles qui avaient déployé des guirlandes de lumière à l'entrée des jardins, sorti les haut-parleurs pour diffuser de la musique. Donc à nouveau une ambiance très très bon enfant, les cafés qui étaient ouverts, les terrasses évidemment pleines de monde, et puis au loin justement tout ce murmure de musique, des feux d'artifice, enfin là encore une atmosphère très très festive et très conviviale surtout. Et qui devrait durer jusqu'à ce soir ? Jusqu'à ce soir, le soleil commence maintenant un petit peu à décliner, l'air est à peine un peu plus frais. C'est vrai que cette journée aussi a été formidable du point de vue de la météo, ni trop chaude ni trop fraîche, avec un ciel absolument immaculé. Donc on en a évidemment tous profité. Pour l'instant, apparemment là, personne ne donne de signe de vouloir commencer à remballer le matériel et à rentrer à la maison. On attend évidemment d'ici 2 heures des embouteillages dans tout le pays, quand tout le monde va rentrer chez soi. Merci beaucoup Pascal Zenschein. On vous retrouve bien sûr dès demain matin à 7h26 sur l'antenne de Radio J et à partir de 14h dans le grand journal Chag Sameach. Chag Atzmaut Sameach. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et on retrouve à présent, on parle diplomatie avec Avi Pazner, diplomate, ancien ambassadeur à Paris et à Rome, ancien porte-parole du gouvernement israélien. Bonjour Avi Pazner. Bonjour et Chag Sameach. Merci à vous aussi, Chag Sameach. Alors tout d'abord, et puisque vous êtes avec nous en direct d'Israël, comment vous vivez-vous cette journée, j'ai envie de dire, depuis hier soir et quelle ambiance règne pour vous ? Eh bien écoutez, exactement comme Pascal a dit tout à l'heure, c'est un Yom HaAtzmaut tout à fait normal, à part un incident ou deux hier pendant les services de commémoration, un qui est lié à Ben Gvir, à Beersheva et un ou deux autres, mais c'était des incidents mineurs et tout s'est bien passé et je crois que hier soir les foules ont été en liesse. Aujourd'hui aussi il y a des embouteillages là où j'habite et les gens vont se rendre au pique-nique. On a oublié maintenant les discussions, les divisions et on célèbre Yom HaAtzmaut comme il se doit. C'est un Yom HaAtzmaut important, c'est 75 ans, c'est pas n'importe quoi, c'est un jubilé, c'est important de bien le célébrer et surtout peut-être de prendre des décisions qu'au lendemain du Yom HaAtzmaut, on va faire un gros effort pour se réunir de nouveau, pour discuter de nos problèmes d'une façon civilisée et de trouver des solutions. Est-ce que vous avez en tête un plus beau souvenir de fête à nous partager, Avi Pazner, notamment peut-être aussi un fait marquant de Yom HaAtzmaut lorsque vous étiez ambassadeur ? Eh bien oui, j'étais ambassadeur à Paris en 1998 lorsque nous avons célébré le 50e anniversaire d'Israël, qui était très important. Et nous avions pensé à faire quelque chose de très spécial. Pourquoi ne pas inviter 50 000 personnes pour célébrer le 50e d'Israël ? Alors, avec plusieurs organisations et amis, nous avons organisé une très grande manifestation face à la Tour Eiffel, avec la participation du président Chirac, qui était alors président, de Lionel Jospin, qui était Premier ministre, et de tout son gouvernement, de tous les leaders de la communauté juive de France. Et oui, nous avions sur le champ de Mars 50 ou 60 ou 70 000
invité à célébrer le jour d'indépendance d'Israël. Et je me rappelle que ça a même été diffusé live sur TF1 parce que c'était vraiment un événement. Et pour moi, c'était vraiment la réalisation d'un rêve de partager ma vision de l'État d'Israël avec la grande et belle communauté juive de France qui est venue entièrement et librement célébrer cet anniversaire d'Israël. C'est un souvenir qui m'est très cher et je m'en rappelle à chaque Yom Ha'atzmaut. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être même presque un inédit, Avi Pazner, puisqu'on sait que la presse n'est pas toujours très tendre avec Israël. Oui, spécialement maintenant, parce qu'il faut bien le dire, nous avons un gouvernement qui est controversé, aussi en Israël, qui comprend des éléments de l'extrême droite. On n'était pas habitué à ça. Et je crois que c'est une réflexion aussi à faire ici. Et moi, qui suis depuis très longtemps les activités gouvernementales Israël, j'ai toujours pensé que la meilleure manière de résoudre les problèmes d'Israël, et en Israël même, et les problèmes touchant l'image d'Israël à l'étranger, c'était tout simplement de nous unir ici, d'avoir un gouvernement d'union nationale, comme on a eu plusieurs fois dans notre histoire. On a eu ça dans les années 80 avec Shamir et Peres. On a eu ça après, au début des années 2000, avec Sharon et Peres. Après, Netanyahou était en gouvernement avec Lapid et Tzipi Livni. On a eu ça plusieurs fois. Ça, c'était bien pour le pays. C'était bien pour l'unité du pays, pour le sentiment d'unité du pays. Et c'était très bon pour que l'image qu'Israël projetait à l'étranger. Et donc ce que vous dites, Aviv Pazner, c'est une union bien évidemment gouvernementale, une union forte. Aujourd'hui, on sait que le pays est un petit peu divisé sur certaines choses et que du coup, ça fait du remue-ménage, notamment avec Yoav Gallant, où il devait rester, où il devait partir, etc. Est-ce que vous avez une vision, vous, sur ça, rêver? Eh bien, moi, j'ai une vision, oui, à mon avis, et c'est possible, parce que j'ai vu ça s'est fait dans le passé. Moi, je verrai maintenant, après ces vacances de la Knesset qu'on a eues, quand on rentre maintenant, la semaine prochaine à la Knesset, avoir de vraies discussions entre opposition et gouvernement. Parce que jusqu'à maintenant, oui, on se parle un peu, on a commencé à se parler avec chez le président, mais je crois qu'il faut quelque chose de beaucoup plus profond parce qu'il faut calmer les esprits en Israël. Il faut, encore une fois, nous réunir. Ces divisions nous nuisent et elles ne sont pas aussi profondes qu'elles ne paraissent. Et avec un bon dialogue, un vrai dialogue entre gouvernement et opposition, moi je crois qu'on peut trouver un arrangement, une solution à ces problèmes qui nous préoccupent, ces problèmes de réforme judiciaire. Et je crois qu'on peut trouver le commun dénominateur entre toutes les grandes forces vives de la politique Israël, si on s'y met vraiment, et je crois que c'est possible, et j'espère qu'on va le faire. Avi Pazner, un mot quand même de diplomatie. J'aimerais évoquer avec vous l'évolution des relations diplomatiques d'Israël depuis la création de l'État en 48 à aujourd'hui. Mais je voulais revenir sur les accords d'Abraham dont on parle beaucoup, avec les 2 traités de paix entre Israël, les Émirats arabes unis d'une part, mais aussi entre Israël et le Bahreïn, avec le Soudan qui se porte mal en ce moment, mais aussi le Maroc. Est-ce que finalement, ces alliances sont une bonne chose? Est-ce qu'on doit craindre pour Israël et ses pays arabes devenus alliés, quand on voit notamment que l'Arabie saoudite traite de nouveau avec l'Iran, qui est l'ennemi juré d'Israël? Bien sûr, non, ces accords sont une très bonne chose. Il faut les fortifier, il faut travailler à les rendre plus forts. Il faut essayer d'inclure d'autres pays. Je crois que c'est possible. Ces accords sont une bénédiction diplomatique pour Israël.
Seulement, voilà, justement, ces derniers mois, comme vous le savez aussi bien que moi, nous nous sommes préoccupés plutôt de problèmes intérieurs et j'ai l'impression que nous avons délaissé un peu cette offensive diplomatique envers nos voisins pour essayer d'établir des relations amicales avec le plus possible de pays arabes. Il y a d'autres pays arabes qui aimeraient se rapprocher d'Israël. Mais pour cela, encore une fois, il faut qu'Israël se libère de cet engagement total dans ces idées de réforme. Réforme, c'est bien, mais ça ne doit pas venir à la place d'autre chose. Il faut maintenant regarder autour de nous. Vous avez mentionné le pacte entre l'Iran et l'Arabie saoudite, ou plutôt l'établissement de relations diplomatiques entre ces deux pays. Et cela démontre que nous ne pouvons pas rester calmes. L'Iran est en train d'avancer dans le Moyen-Orient et nous devons stopper l'Iran. Et c'est plus important que toutes ces divisions qui nous préoccupent actuellement. C'est pour ça que je vous demandais aussi si nous avions raison d'avoir confiance dans les pays arabes, dans la mesure où, là, quelque part, il y a une forme de trahison. Est-ce qu'on peut appeler ça une forme de trahison ? Pas du tout. Qui a trahi qui ? J'ai pas compris. Est-ce que l'Arabie saoudite, quelque part, nous a fait un coup dans le dos en traitant avec l'Iran, alors que nous avons des relations très apaisées avec l'Arabie saoudite ? Eh bien, nous continuons d'avoir des relations avec l'Arabie saoudite, mais ce que l'Arabie saoudite a fait, c'est surtout fonction du retrait américain du Moyen-Orient. L'Arabie saoudite, vous voyez, était un allié privilégié des États-Unis, se sentait protégé par les États-Unis, et les États-Unis lui ont tourné le dos. Vous savez que Biden, pendant sa campagne électorale, a vivement attaqué Mohammed Ben Salman. Les relations ne se sont jamais remises. Et l'Arabie saoudite, qui craint pour sa sécurité, parce que l'Arabie saoudite a été attaquée par l'Iran à plusieurs reprises, et craint pour sa sécurité, pense qu'elle ne peut plus se fier au bouclier américain, cherche d'autres amis. Ce n'est pas quelque chose qui est dirigé contre Israël. C'est pas dirigé non plus contre les États-Unis, mais les Saoudiens se repositionnent, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas de maintenir discrètement et officieusement aussi de bons contacts et de bonnes relations avec Israël. Et cela peut être aussi notre meilleur allié. Vous savez, allié, là, il faut faire attention. Notre allié, c'est les États-Unis. Et les autres pays, nous avons d'excellentes relations avec la France, avec beaucoup de pays européens, avec des pays dans la région. Mais quand vous employez le mot allié, faisons attention. Il y a une grande différence entre amis, pays amis, c'est bien, alliés. Eh bien, nous considérons les États-Unis comme notre meilleur allié, malgré le fait que nous avons maintenant certaines différences, encore une fois, dues à la dispute intérieure israélienne, mais c'est là notre allié. Mais surtout, je crois qu'Israël doit compter sur lui-même pour se défendre. Et l'histoire nous prouve que si on est assez fort pour faire ces choses-là par nous-mêmes, nous avons besoin, oui, d'amis, mais notre futur est dans nos mains et ce que nous devons faire, c'est de voir que nous restons forts et unis. Je le répète, c'est important pour Israël. Et j'espère que ce Yom Ha'atzmaut qui a tellement bien réussi, qui est tellement beau, où les gens sont tellement vraiment comportés d'une façon fraternelle et amicale, j'espère que cet esprit continuera aussi après Yom Ha'atzmaut. Merci beaucoup, Avi Pazner, ancien diplomate. J'aurais pu parler très longtemps avec vous, mais je pense qu'on reprendra cette discussion peut-être moi ensemble. Moi aussi, j'aurais pu parler très longtemps avec vous, mais pour aujourd'hui, j'ai d'autres interviews, malheureusement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J. Je rappelle encore Avi Pazner, ancien diplomate, ancien ambassadeur à Paris, à Rome et ancien porte-parole du gouvernement israélien. À très vite sur Radio J. Chag Sameach, comme on dit. Chag Sameach. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et l'on retrouve notre chroniqueur gastronomique de Radio J. Bonjour Gilles Pudlowski.
Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Tout d'abord et forcément, on a envie de connaître, comme avec chaque invité aujourd'hui, le sentiment que vous avez éprouvé lors de votre premier voyage en Israël. Racontez-nous. Le premier voyage en Israël, ça fait déjà un petit peu de temps, comme dirait l'autre. On va dire que c'était en 68. C'était un voyage d'initiation, un petit peu comme tout le monde, comme tous les jeunes juifs qui viennent découvrir ce pays. Et on a l'esprit pionnier, on chante l'air Lamidbar et on voyage à travers le pays, on cueille des olives au kibbutz. On va à Jérusalem, on va un petit peu à Tel Aviv, mais à cette époque-là, c'est plutôt un voyage de pionnier. Et les gastronomiques, c'était pas terrible. Je devance peut-être votre question. Ah, mais oui. Alors, j'ai envie que vous approfondissiez ce que vous êtes en train de nous dire. Non, mais je veux dire que à une époque, comme vous le savez bien, l'État juif était un État pionnier pour la gastronomie. On mangeait correctement au petit déjeuner avec des magnifiques des tables dans lesquelles il y avait des légumes, des fromages blancs et toutes sortes de choses. Et tout le reste était archi bouilli, c'était une cuisine un peu à l'anglaise, avec poisson bouilli, viande bouillie. Je crois que ça a bien évolué depuis, Gilles Pudlowski. Magnifiquement. Voilà. Alors j'ai envie de vous demander ces surprises. Il y a 15 jours, j'étais à Tel Aviv. Je vais vous dire, c'est devenu je ne sais combienième fois, mais je veux dire, à chaque fois, je me rends compte que Tel Aviv devient une scène gourmande que le monde entier, finalement, contemple et envie. On peut dire que c'est devenu un modèle gastronomique, c'est extraordinaire. On est une espèce de miracle gourmand israélien. Et même pour la France, qui justement continue de développer la cuisine israélienne. Qu'est-ce que vous nous conseillez et qui est incontournable selon vous en Israël ? Il y a beaucoup de banta, beaucoup de chefs de grand talent. Moi, je pense, à Jérusalem, je pense à David Bitton, qui est le chef de Yin David. À Tel Aviv, je pense à Tobertal, qui est le chef du Cisco, de l'hôtel Cisco dans Jaffa, qui était l'ancien Kiren de Chaim Cohen, qui s'appelle George & John. Je pense bien sûr à Chaim Cohen, Yafo Tel Aviv. Je pense à Hillel Tavakouli chez Animar, dans l'ancien Raphaël sur Yarkon. Je pense, alors quelqu'un qui vraiment est en train de prendre une grande dimension, c'est Yossi Chitrit, restaurant qui est en train de devenir un peu le chef à la mode en Israël aujourd'hui, et dans un quartier moderne, il a créé sa table moderne, Yab, et il est un peu le coming man si le Michelin arrive comme il a promis de le faire l'an prochain en Israël, eh bien peut-être que ça va être le futur de l'étoile de Tel Aviv, Yossi Chitrit. Voilà. Si vous deviez, Gilles Pudlowski, conseiller un seul restaurant en Israël, chic, luxe, bon, vous diriez quoi ? Alors chic, luxe, je dirais, c'est un peu compliqué de dire ça parce que en Israël, on est bien décontracté, on n'est pas, on se méfie un peu du chic. Moi, le restaurant qui pour moi illustre le mieux l'Israël d'avant, d'après, de demain, et du moment, un garçon qui a tout compris, c'est Chaim Cohen, qui est un peu le cœur de la cuisine moderne. Mais je ne pouvais pas conseiller que Chaim Cohen, donc je me sentir un peu gêné, parce que quelqu'un d'autre que vous connaissez bien, qui s'appelle Eyal Shani, qui a 45 restaurants dans le monde entier, qui a Saloon, qui a Port Saïd, qui a Romano, qui a Miznon, qui a fait de la street food, quelque chose d'extraordinaire. Et justement, j'ai envie de vous dire que Miznon, en tout cas à Paris, fait partie du classement des 50 meilleurs restaurants de Paris. J'ai vu ça tout à l'heure d'après Time Out. Donc ça me permet de dire qu'en effet, vous avez raison en citant ces noms-là. Si je peux me permettre, le sabir, le petit boui-boui situé sur Frischmann, est-ce que vous l'avez testé, puisqu'on en a beaucoup parlé aujourd'hui ? Le petit boui-boui sur Frischmann ? Eh oui. C'est un sabir exceptionnel que nous conseille Neloucon, que j'ai testé moi-même, et on a mangé tous un sabir aujourd'hui à la radio, donc c'était un petit clin d'œil. C'est excellent et je vous le conseille si vous avez l'occasion. D'accord, je note ça en tout cas, parce que Frischmann je connais bien, mais
petit oui-oui. C'est comment le nom À du l'angle de restaurant? Frischmann et Dizengoff. Il n'y a pas de nom, en tout cas pas que je connais. C'est un sabir que vous D'accord. allez trouver C'est assez Yashka, facilement. C'est pas Yashka, non? Je sais pas, je connais pas le nom. Je ne le connais que quand j'y vais. Alors, je connais moi, à l'angle de Dizengoff et Frischmann, je connais Yashka, où on mange cachère. D'ailleurs, ça plairait à notre amie Lana. C'est vraiment super. Et on mange hummus, tout à fait correct. J'ai quand même, ne pas oublier de citer quand même le meilleur hummus de Tel Aviv, qui est à Kossem, d'Ariel Friedman, avec un hummus sous différentes formes, une dizaine de formes, en tout cas, avec de l'agneau, avec de l'œuf, avec tout ce qu'on veut, et de la frida, bien sûr, et à Kossem, c'est vraiment le restaurant sur Ben Yehuda, attendez, j'ai une bêtise sur l'adresse, mais en tout cas, c'est place centre, faut pas le louper, place centre de Tel Aviv, à Kossem, H-A-K-O-S-E-M. Tous les Français de Tel Aviv connaissent. C'est vraiment l'endroit, pour vous initier au hummus, si vous n'avez pas encore goûté le hummus numéro 1 en Israël. Voilà. Un peu différent en tout cas. Merci beaucoup Gilles Pudlowski, critique gastronomique que l'on retrouve certains jours sur l'antenne de Radio J dans la matinale. Merci d'avoir été avec nous pour grignoter. Merci à vous. Et on parle coup de fourchette dans un instant. On n'a pas oublié avec Mata Gabin qui s'y colle. Et puis on parlera surtout Ode à la joie et festivités d'anniversaire. À tout de suite. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. 3 expressions en 3 semaines. Franchement, on a connu mieux en termes de com. Des manifestants avec les casseroles qu'on évacue pour la visite de Jupiter. On a le droit de manifester. Le zèle de ces préfets me semble de très mauvais aloi. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. Vous avez rendez-vous avec le printemps. Avec Elal, profitez du printemps pour vous envoler à prix fou. Paris-Tel Aviv aller-retour à partir de 335 € TTC. Oui, 335 € TTC. À ce prix-là, profitez-en. Réservez maintenant. Appelez vite votre agent de voyage habituel ou Elal au 0800 99 40 40 ou rendez-vous sur elal.com. Elal.com. Offre soumise à conditions et disponibilité. Elal, plus qu'une compagnie aérienne, c'est Israël. Il est 16h sur Radio J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. Bonjour, c'est Yael à la une de l'actualité. Israël fête depuis hier soir le 75e anniversaire de son indépendance et l'armée de l'air a pris son envol ce matin pour la traditionnelle parade. Le président de l'État, Yitzhak Herzog, s'est adressé aux pilotes par radio ce matin. C'est le président qui vous parle. Veuillez communiquer en mon nom à tous les hommes et les femmes servant dans l'armée de l'air. Joyeux 75e anniversaire de l'indépendance à l'État d'Israël. Des vœux adressés juste après une cérémonie devant des soldats et des membres du gouvernement durant laquelle le président de l'État a pris la parole. Israël est un pays fort. En 75 ans d'espoir et de renouveau, nous avons réalisé une longue série de réalisations, dont certaines extraordinaires et révolutionnaires également à l'échelle mondiale. Nous n'aurions pas pu faire tout cela si nous ne l'avions pas fait ensemble. Le président de l'État, Yitzhak Herzog. Les Israéliens se sont rendus dans les parcs, les plages, les sites naturels et d'autres espaces ouverts pour des barbecues et admirer le défilé qui a survolé tout le pays ce matin. Ces survols sont un point culminant de la fête d'aujourd'hui et cette année, plus de 100 avions y ont participé, dont certains des forces aériennes étrangères. Et de nombreux alliés d'Israël lui ont souhaité un très bon anniversaire, à commencer par les États-Unis et le président Joe Biden. Joe Biden qui a adressé ses meilleurs vœux pour Israël et les 75 ans de sa création, tout en affirmant qu'il est un ami de toujours et un partisan de l'État hébreu. À New York, l'Empire State Building a même été illuminé aux couleurs d'Israël hier soir. La Pologne et l'Union européenne ont également honoré dans des messages l'État hébreu. Dans le reste de l'actualité diplomatique, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen est aujourd'hui en Espagne pour discuter de la position de l'UE face à l'Iran. Eli Cohen s'est envolé hier soir pour
pour Madrid juste après les célébrations de Yom Ha'atzmaut. Au programme, rencontre avec son homologue espagnol José Manuel Alvarez et le président du Congrès des députés. Demain, une visite axée sur l'importance pour l'Union européenne d'adopter une position ferme face à la menace iranienne, d'autant que l'Espagne assumera la présidence de l'Union européenne à la fin du mois de juillet pour une durée de 6 mois. Un mot de l'actualité en France. Le Zénith de Paris insiste sur sa vigilance, notamment en matière de respect de l'ordre public concernant un spectacle de Dieudonné Francis Lalanne. Il est prévu le 14 septembre prochain. La direction de la salle rappelle que seule l'interdiction d'une autorité compétente pourrait empêcher ce spectacle. Les deux hommes ont déjà essayé de faire jouer leur projet commun appelé La Cage aux Fous au Cirque d'Hiver à Paris le 7 avril dernier, mais cette salle l'avait fait annuler. Au chapitre politique, la première ministre Elisabeth Borne a dévoilé sa feuille de route pour concrétiser les 100 jours d'action demandés par le président Emmanuel Macron. La chef du gouvernement s'est exprimée ce midi. Elle a notamment fait des annonces sur la santé comme le recrutement de 6000 assistants médicaux d'ici 2024. Fin 2024, la première ministre qui a également annoncé qu'il n'y aurait pas de texte sur l'immigration avant l'automne. La lutte contre l'immigration illégale est une priorité du gouvernement. Avec le président de la République, nous voulons tout à la fois rendre nos procédures plus efficaces pour éloigner ceux qui n'ont pas vocation à rester sur notre sol et améliorer l'intégration de ceux que nous accueillons. C'est sur cette base que nous avons construit le projet de loi présenté au Sénat. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de majorité pour voter un tel texte, comme j'ai pu le vérifier hier en m'entretenant avec les responsables des Républicains. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne. On termine ce journal avec un mot de la guerre en Ukraine. Le président chinois Xi Jinping assure à Volodymyr Zelensky être du côté de la paix. Il appelle à la négociation. Les deux hommes ont échangé au téléphone. Il s'agit du premier échange connu entre les deux dirigeants depuis le début de la guerre en Ukraine. Le président ukrainien lui dit espérer une poussée puissante du développement des relations bilatérales entre Kiev et Pékin. Et merci beaucoup Alexandra Sénigo. On vous retrouve bien sûr demain à partir de 14h. En attendant une petite pause, et c'est la suite de notre émission spéciale Yom Ha'atzmaut avec mes chroniqueurs et mes invités sur Radio J. Radio J. David Revaud-Dallon, ça reste entre nous. Retrouvez-moi tous les mercredis sur Radio J pour Ça reste entre nous. 3 expressions en quoi 3 semaines franchement, on a connu mieux en termes de com. Des manifestants avec les casseroles qu'on évacue pour la visite de Jupiter. On a le droit de manifester. Le zèle de ces préfets me semble de très mauvais aloi. Rendez-vous ce soir, 21h, sur Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio J. Merci d'être avec nous. Si vous êtes avec nous depuis le début, merci pour votre fidélité. Si vous nous rejoignez, eh bien bienvenue pour cette émission à l'occasion du 75e anniversaire de l'État d'Israël et donc de Yom Ha'atzmaut avec mes invités. Dans un instant, Daniel Rouache, professeur à l'ESCP et au Technion et président de la Chambre de commerce Israël-France. Et puis une grande page culture avec du théâtre, avec Hélène Kuttner, le reste de la culture israélienne avec l'émotion de Jérôme Goulon et puis le sourire avec Mata Gabin. Mais tout de suite, on passe à l'économie. 15h, 16h30. Cyrielle Sarah Cohen. Radio J. Bonjour Daniel Rouache. Oui, bonjour Cyrielle. Merci beaucoup d'être avec nous sur l'antenne de Radio J. Alors je crois que vous êtes en Israël habituellement, aujourd'hui à Paris pour quelques jours. Est-ce que je me trompe ? C'est exact. C'est exact. C'est exact, je dis tout. Vous avez forcément donc vécu Yom Ha'atzmaut depuis l'intérieur, j'imagine en tout cas. Quels souvenirs vous en gardez ? De Yom Ha'atzmaut ? Et oui, en étant en Israël, j'imagine que vous, forcément, vous avez dû vivre plus d'une fois ces scènes de liesse. Et en fait, c'est assez ambigu. D'un côté, il y a la fête, il y a la joie. Il y a le bonheur d'être ensemble, un pays qui se construit, on le voit se construire. Pour moi, l'indicateur clé, c'est les grues. Quand vous circulez en Israël, vous voyez des grues partout, et surtout dans la région de Tel Aviv, maintenant en allant vers le nord. Et l'ambiguïté, c'est que toujours cette petite angoisse par rapport
ce conflit qui prend vraiment de l'ampleur en Israël. Et tous les éléments juridiques, et en étant comme tout le monde est finalement assez positif et assez optimiste, je pense que ça va se dépasser. Mais c'est la première fois qu'il y a cette situation qui est bizarre, Tout le monde en parle partout, pratiquement sans discontinuer. Une forme de division dans le pays, mais qui en tout cas n'existe pas vraiment aujourd'hui, d'après les intervenants que nous avons pu avoir sur cette antenne. Et puis, Avi Pazner, comme Guy Konopnicki expliquait leur optimisme comme le vôtre, Daniel Rouache. Donc, on garde cet espoir. J'ai envie de parler avec vous, bien sûr, de l'économie, puisque c'est votre cœur de métier. Est-ce que l'on doit être fier d'Israël économiquement parlant pour un pays qui fête finalement seulement ses 75 ans? Très bonne question. On peut être extrêmement fier des achievements parce qu'en fait, Israël repose sur un socle vraiment très très solide. Et la chance des Israéliens, c'est dès le départ de n'avoir pas tout misé dans le même sac. Si on fait une approche comparative avec la Finlande, quand Nokia s'est effondré en Finlande, ça a été absolument terrible, beaucoup de chômage, des gens qui partaient, une angoisse majeure pour le pays. Ici, en Israël, on a une chance inouïe d'avoir des domaines clés qui sont très diversifiés. Donc, d'abord, sur le plan des marchés internationaux, on a l'Europe, l'Asie et l'Amérique. C'est un tiers. Donc là, on sait que les choses ne peuvent que bien se passer puisque quelque part, on saura gagner quand on en a perdu par ailleurs. Et surtout, les secteurs clés sur lesquels Israël se repose, c'est la cybersécurité, la biotech, l'espace, fintech, desertech, foodtech, et également des technologies de sécurité comme dans le domaine des drones. Donc Israël a un socle tout à fait solide, mais pour être tout à fait honnête avec vous, ce socle repose sur les capacités des Israéliens dans les universités à produire de la recherche qui aboutit à des véritables résultats. Ça aboutit également à une excellente communication entre le monde de la technologie, le monde de l'université et le monde du venture capital. Depuis les semaines où on a l'impression que tout s'est brouillé en Israël, si vous regardez bien, et c'est pour ça que je suis extrêmement optimiste, c'est que vous n'avez aucun groupe international qui est parti d'Israël, que ce soit les gens de Intel, que ce soit Google, que ce soit Microsoft, toutes ces grandes entreprises mondiales sont présentes en Israël, également les groupes européens. Et en ce qui concerne la France, j'ai l'impression que c'est vraiment un miracle, puisqu'il y a des délégations sans arrêt en Israël. Dans quelques jours, il va y avoir une mission formidable dans le domaine de la biotech. Au moment où nous parlons, il y a une délégation venant du Sénat avec 7 sénateurs qui sont en train d'explorer le cyber israélien pour tisser des liens. C'est pas des liens uniquement intellectuels, c'est aboutir à des accords qui peuvent aller très loin entre les pays. Donc il y a du côté israélien une volonté, mais ça c'est naturel en Israël, de se battre, de continuer, des fois avec des matins qui sont difficiles parce qu'on se pose beaucoup de questions, mais finalement de ces questions sortent des choses très positives. Israël, c'est un pays optimiste. C'est un pays qui s'est construit. On est au numéro 75. Je suis sûr qu'on arrivera à des centaines d'années et tout le monde dira mais c'est extraordinaire ce qu'on a accompli. Daniel Rouache, vous avez anticipé toutes mes questions. Alors pour terminer, j'ai envie de vous poser une question tout à fait personnelle. En quoi, selon vous, Israël va et peut révolutionner le monde dans les années à venir ? Il y a un domaine que je connais très très bien, c'est le domaine de la crypto-monnaie. Vous savez, les bitcoins. Mes enfants ont monté il y a longtemps, tout est court en Israël, ils ont monté une société qui s'appelle Bits of Gold, au moment où personne n'entendait parler du Bitcoin. Aujourd'hui, les crypto-monnaies sont devenues, on en parle sans arrêt dans la presse internationale, la presse mondiale, et le Bitcoin et toutes les monnaies qui sont liées avec Internet vont continuer à se développer de manière extraordinaire. Avec un avantage israélien, c'est que les Israéliens n'ont peur de rien. Si vous voyez la Banque d'Israël, la banque est sans arrêt en train d'explorer des nouveaux domaines, d'accepter des nouvelles voies, et le domaine des crypto-monnaies, c'est tout ce qui est lié à la finance et technologie. Et les Israéliens, effectivement, dans ce domaine-là, sont en train d'accumuler un savoir-faire absolument formidable, et on va les retrouver un peu partout dans le monde, que ce soit à Wall Street, que ce soit à Londres, que ce soit à la Bourse de Paris à Londres. Ce sont des
technologies et des savoir-faire qui sont uniques, qui sont développés par des petites équipes. Et aujourd'hui, vous ne trouvez pas une banque internationale d'un bon niveau qui ne soit pas établie en Israël avec des incubateurs, des discussions et autres. Voilà, c'est un domaine qui va éclore, sur lequel moi-même je suis très positif et je vois la bourse de Tel Aviv qui était une bourse minable. Si vous voyez le bâtiment qu'il y avait avant, on aurait honte. Aujourd'hui, c'est un bâtiment absolument magnifique de verre qui siège au cœur de Tel Aviv et ça va être le nouvel emblème d'Israël. Merci beaucoup Daniel Rouache, merci d'avoir été avec nous pour cet anniversaire. On vous retrouve tous les lundis à 7h05 sur l'antenne de Radio J. Merci encore et belle journée. Au revoir. Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé. Et oui, et parce que c'était aussi important pour nous de parler de culture dans cette émission magazine habituellement, on va parler bien sûr théâtre puisqu'on fête la fête de l'indépendance de l'État d'Israël et ses 75 ans. Nous allons parler maison et plus précisément de House d'Amos Gitaï. Bonjour Hélène Kuttner. Bonjour Cyrielle, bonjour à toutes et à tous. Et effectivement, pour célébrer ce jour de l'indépendance qui a eu lieu le 14 mai 1948, j'avais envie de vous parler de ce très beau spectacle d'Amos Gitaï, House, qui vient de se jouer durant un mois au Théâtre National de la Colline à Paris. Alors House, ça signifie maison en anglais et c'est l'image, la métaphore de Jérusalem, mais aussi celle de l'État d'Israël, encore jeune, puisqu'il a 75 ans, on l'a vu avec cette émission, et qui ne cesse de se reconstruire, d'évoluer, de changer à l'image des habitants d'une grande maison. Alors, le spectacle est tiré, je crois, d'un film documentaire qu'Amos Gitaï avait réalisé en 1980. Tout à fait, Cyrielle. Amos Gitaï est avant tout un réalisateur israélien qui vit à Paris après avoir été dans une première vie architecte. Et son œuvre ne cesse de questionner à travers ses films, ses spectacles, la question des traces, des influences familiales, politiques, culturelles. Il est artiste autant que journaliste, archéologue, architecte. Alors dans House, la maison, le réalisateur revient sur les traces d'une vraie maison de Jérusalem-Ouest, en y recueillant les témoignages de ses habitants successifs, qu'ils soient arabes, juifs, palestiniens, israéliens. Sur le plateau, il y a un immense chantier qui se déroule à ciel ouvert avec des personnages d'origine et de cultures diverses qui revendiquent chacun leur appartenance à ce bout de terre. 2 ouvriers palestiniens taillent des pierres et procèdent au terrassement, tandis que d'autres personnalités surgissent et racontent leur histoire. En 1948, date de la création de l'État d'Israël, la maison appartenait à un médecin palestinien, le docteur Mahmoud Dadjani, qui vient exprimer son désarroi sur scène. Ensuite, à la faveur de la loi sur les absents, elle est attribuée par l'État d'Israël à la famille Touboul d'Algérie, puis à une autre famille juive venue d'Istanbul, dont la comédienne Irène Jacob semble être la digne représentante. Après des années d'errance, c'est à Jérusalem, ville sainte et berceau d'Israël, que cette femme juive et turque s'est installée avec toute sa famille en ne connaissant pas un mot d'hébreu. On peut imaginer que tous ces changements, ces déménagements, ces emménagements même, ne se sont pas bien évidemment déroulés alors sans douleur, Hélène Kuttner. Bien sûr, Cyrielle, et le spectacle nous le montre, chacun des habitants de la maison a des raisons légitimes d'y habiter, c'est ce qui rend ce territoire si prompt à s'enflammer. L'acteur Michal Esco incarne Michel Kishka, un artiste plasticien qui est le petit-fils d'une famille déportée d'Auschwitz. En 1978, Michel décide de quitter Bruxelles pour s'installer dans la rue d'Ordor-Vedorshav et d'y accomplir une renaissance. Le même comédien joue aussi en hébreu sur scène son nouveau propriétaire, Chaim Barkay, un économiste qui utilise les pierres des montagnes de Hébron pour la transformer. Puis c'est au tour d'une jeune américaine orthodoxe de raconter l'émotion de se retrouver au bain rituel avant ce mariage. Les récits s'enchaînent, les paroles se succèdent et font écho à la chronologie des événements. La Shoah, la guerre israélo-arabe de 48, la guerre des 6 jours, la guerre du Kippour, l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Dans ce très beau spectacle qui agit comme une symphonie déchirante, heureuse ou malheureuse, les comédiens puissants parlent de l'hébreu au yiddish, de l'arabe à l'anglais. La maison commune de Jérusalem-Ouest, selon Amos Gitaï, est paradoxalement un lieu d'enracinement et de passage. Chacun y ancre et y transforme son existence.
Mais le partage de cette maison commune reste parfois difficile. Merci beaucoup Hélène Kuttner et je recommande, je me permets le film d'Yitzhak Rabin, d'Amos Gitaï sur Yitzhak Rabin à voir évidemment. Merci beaucoup pour cette chronique théâtre Hélène Kuttner et à la semaine prochaine en studio. Merci beaucoup. Tout de suite la chronique émotion de Jérôme Goulon. Radio J, l'émotion de Jérôme Goulon. Bonjour Jérôme. Cette journée anniversaire, on va évoquer des artistes ou des œuvres qui ont fait rayonner la culture israélienne. On commence en musique avec une chanson emblématique et chargée de symboles. Il s'agit de Jérusalem d'or, composée par Naomi Shemer et interprétée une première fois par la chanteuse Shirley Nathan, parce qu'elle a été reprise par beaucoup d'autres artistes. Alors Jérusalem d'or, elle est considérée comme le deuxième hymne israélien. Et cette chanson, elle a été écrite en 1967, quelques jours seulement avant la guerre des 6 jours. Flashback, nous sommes donc en 1967 et Teddy Kollek, le maire de Jérusalem de l'époque, décide de commander une chanson en l'honneur du festival de la chanson qui se déroule le même jour que le jour de l'indépendance. Donc ça se passe le 15 mai 1967. Cette chanson décrit donc l'état de la ville de Jérusalem avant la guerre des 6 jours, lorsque la ville, on le rappelle, est encore divisée par un mur séparant le royaume de Jordanie et l'état d'Israël. On rappelle qu'à ce moment-là, les lieux saints de l'est de la ville, profanés ou endommagés, ne sont pas accessibles aux Juifs qui ont été expulsés de la vieille ville. Alors dans la version initiale écrite avant la guerre des 6 jours, la chanson déclare donc son amour pour Jérusalem, mais déplore qu'elle soit une ville dans laquelle les marchés sont déserts et dans laquelle personne ne peut visiter par exemple le mont du Temple, entre autres lieux cultes. Mais après la guerre, l'histoire ayant basculé, Naomi Shemer ajoute un 4e couplet pour célébrer l'unification de Jérusalem, désormais sous contrôle israélien. La chanson apparaît alors comme un phénomène culturel et devient une déclaration internationale sur la réunification de Jérusalem, élevée au rang de symbole et d'hymne national officieux de l'État d'Israël. Une chanson magnifique que nous on a l'habitude de chanter. Évidemment, on poursuit en musique avec une parenthèse et on y tenait sur le jazz, puisqu'on nous l'a confié plus d'une fois. En Israël, ça s'améliore beaucoup. Oui, alors Cyrielle, vous me rappeliez en préparant cette émission plusieurs de nos invités, Michel Jonas, Olivier Citruc ou encore Eliette Abécassis, qu'on a reçu récemment, nous ont tous parlé avec une grande admiration d'une révolution, en l'occurrence la révolution d'Israël dans le jazz. Et c'est vrai que d'un point de vue culturel, c'est difficile de faire l'impasse sur cette révolution, tant Israël est devenu une plaque tournante dans le jazz, ce qui était loin d'être gagné, comme vous me le rappeliez, Cyrielle. Il y a encore quelques années, la géographie du jazz mondial tenait essentiellement à 2 villes, Paris, New York, et puis il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et puis l'arrivée sur la scène mondiale de musiciens israéliens très talentueux a totalement rebattu les cartes et placé Tel Aviv sur la carte. On pense notamment à Avishai Cohen, Omer Avital ou encore Yaron Herman. Alors Yaron Herman, qu'on peut entendre et qui à 41 ans est sans doute l'une des figures les plus représentatives de cette nouvelle scène de jazz israélienne, et pourtant rien ne destinait ce talentueux pianiste à devenir musicien. Dans sa jeunesse, Yaron Herman est fan de basketball. Il veut devenir professionnel. Oui, mais voilà, à 16 ans, il se blesse au genou et doit renoncer à son rêve de devenir sportif de haut niveau. On rappelle qu'il n'a encore jamais touché un instrument de musique. Il fait la rencontre d'un pédagogue réputé, Ofer Bayer, un pédagogue réputé pour ses techniques un petit peu excentriques, qui lui donne donc le goût du piano. Yaron Herman découvre cet instrument à 16 ans, ce qui est très tard comparé à d'autres artistes. En général, les artistes commencent à 5, 6, 7 ou 8 ans. Là, Yaron Herman, il commence à 16 ans, mais malgré ce retard, il devient très rapidement un véritable virtuose, grâce notamment à son mentor, dont les méthodes sont pour le moins surprenantes. Il fait beaucoup de psychologie. Yaron Herman est donc aujourd'hui l'un des artistes de jazz les plus réputés au monde et représente dignement la scène jazz israélienne au sommet de la pyramide mondiale, on peut le dire. Le jazz, c'est donc l'autre révolution qu'a parfaitement réussi Israël. Et on poursuit avec du cinéma, ou plutôt un documentaire. Oui, alors je serai un piètre chroniqueur si en cette journée d'anniversaire je n'évoquais pas David Ben Gourion, et pour ceux qui ne l'auraient pas vu, je conseille le documentaire Ben Gourion Épilogue de Yariv Moser, sorti en 2016. Alors on le rappelle, donc Ben Gourion est décédé en 1973 et 5 ans avant sa mort, en 1968, il avait accordé une interview à une équipe israélo-britannique qui voulait faire un film sur sa vie. L'ancien homme d'État, âgé alors de 82 ans, vivait reclus dans sa maisonnette située dans le désert du Negev, loin, très loin de la vie politique. Et cet entretien, il a donc été retrouvé par hasard par Yael Perloff, une productrice de films dans les archives Steven Spielberg de films juifs
à Jérusalem. Cette interview de 1968 est donc ressortie en 2016 dans ce documentaire. David Ben Gourion, épilogue. Alors une interview très poignante dans laquelle l'ex-premier ministre d'Israël, fondateur de Tzahal, on le rappelle, parle avec une franchise assez surprenante de sujets personnels comme sa nostalgie pour sa femme Paula, décédée 4 mois auparavant, ses relations avec son père ou encore son attirance pour le bouddhisme. Alors Ben Gourion parle aussi évidemment de son rôle dans l'histoire du peuple juif ainsi que de ses angoisses quant à l'avenir de l'État qu'il a créé. Et à la fin de l'entretien, quand on lui demande s'il a peur pour Israël, nous sommes en 1968, Ben Gourion répond « J'ai toujours eu peur, ça ne date pas d'aujourd'hui, cet État n'est pas encore celui qu'on a rêvé ». Même si les choses ont encore évolué, cette phrase prend une certaine consonance quand on voit certains conflits encore qui persistent. Actuel, en effet. Et on va terminer ensemble, Jérôme Goulon, avec de la littérature et un livre que vous nous conseillez. Oui, alors en ce jour de Yom Ha'atzmaut, j'ai envie d'évoquer le livre Métamorphose d'Israël depuis 1948 du journaliste indépendant à Jérusalem Mati Ben Avraham. Alors un livre qui retrace l'histoire de cet État hébreu avec une particularité. Ce livre, il regroupe en effet le récit de 12 témoins essentiels qui s'appuient sur leur propre vécu, et c'est ce qui fait la force de cet ouvrage. Ces 12 histoires, ce sont celles de Michael Bar Zohar, David ou encore de Daniel qui tour à tour racontent les coulisses de la création d'Israël, la gifle de la guerre du Kippour ou la mort de Yitzhak Rabin, comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec Hélène Kuttner. Alors ces 12 voix nous font vivre de l'intérieur les événements majeurs qui ont modelé un pays et une société qui, partie de rien, ou presque, se voit aujourd'hui qualifiée par certains de nation start-up. Alors 12 témoins essentiels qui nous éclairent sur ces métamorphoses qui ont impacté la société israélienne pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Grincheuse, mais d'un optimisme formidable, menacée, mais heureuse de vivre, car une chose l'emporte toujours en Israël, c'est le bonheur, la joie, la vie, l'espoir, finalement, comme la Tikva le rappelle si bien. Merci beaucoup, Jérôme Goulon. Et puis, je m'appuie sur ce que vous venez de nous livrer, puisque c'est le livre que vous nous conseillez. Je vous conseille le livre Tzahal de Nélou Cohn, avec des photos magnifiques sur justement les soldats en Israël. Merci beaucoup, Jérôme Goulon. Ou devrais-je dire Abraham. Et c'est pas moi qui vous ai fait giser, c'est aussi votre nom de famille. Ça, je pense qu'on va en parler. Parce qu'il y a un petit côté de chez nous, peut-être. À creuser. À creuser. À creuser. On creusera, c'est promis. Allez, tout de suite, on passe aux festivités. Allez, on y va. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. On a parlé coup de fourchette quelque part avec Gilles Pudlowski. Aujourd'hui, vous, Mata Gabin, vous y collez, j'ai envie de dire, mais on est dans les festivités aujourd'hui. Aujourd'hui, bonjour Cyrielle, bonjour Mata. Chers auditeurs de Radio J, bonjour à tous. Indépendance, cha-cha, Cette chanson chante l'indépendance. Et aujourd'hui, 26 avril 2023, c'est Yom Ha'atzmaut, le jour de fête de l'indépendance de l'État d'Israël. Cette fête aura lieu entre le 3 et le 6 du mois d'Iyar, dans le calendrier hébreu. Donner un nom à sa fête d'indépendance, mais ça c'est trop stylé. Mais attendez, il y a plus stylé que ça. Les dates changent d'une année à l'autre. Mais l'an prochain, ça sera en 2024 le mardi 14 mai. Et le jeudi 1er mai en 2025. Mais ça, c'est génial! Mais aucune routine possible. Le couple pays fête de l'indépendance se réserve des surprises. Et ça, c'est la bonne méthode pour qu'un État dure entre l'amour et lui-même. Ici, en France, on n'a pas ça. On n'a pas donné un nom à notre date de fête d'indépendance. Non, on pourrait donner un nom à nos ordures. Oh non, je ne parle de personne en particulier, ni au gouvernement, ni ailleurs. Attention, attends. On y va fort. Mais je parle de celles qui traînent évidemment dans les rues. Dehors, grève oblige. Mais attendez. Si on y réfléchit bien, on n'a pas de date d'indépendance en France. Et puis, quand j'écrivais ça, ma fille me disait « Ben si, maman, on a le 14 juillet. » Et je lui ai dit « Mais non, ça c'est la Révolution française, c'est pas l'indépendance. Tu perds la tête, ma chérie. » Mais pour mon coup de fourchette, aujourd'hui, je vais utiliser une cuillère et la plonger dans un bon bac
un babka au chocolat, puisqu'aujourd'hui l'État d'Israël fête ses 75 ans. Le bel âge, beau gosse, bon anniversaire à tous les juifs de la terre, Rag Sameach. Merci beaucoup, Mata Gabin. Et vous voulez poursuivre avec une petite phrase pour conclure, évidemment. Moi, je voulais dire Yomoulé Zetamea, Yomoulé Zetamea. On y est presque. Yomoulé Zetamea, Yomoulé Zetamea, Israël. Merci beaucoup, Mata Gabin, pour cet anniversaire dans vos yeux. On vous retrouve sur vos réseaux sociaux, sur scène également. Votre stand-up le 28 avril, dans 2 jours, là, bientôt. Le 19 mai, le 2 et 16 juin au Paris de l'Humour. 8 rue Pradier, Paris 19, en podcast sur le YouTube de Radio J. On se dit à la semaine prochaine et tous les mercredis désormais. Avec plaisir. Radio J. 15h, 16h30, Cyrielle Sarah Cohen. Et oui, on termine avec cette chanson de Noah Kirel qui la chantera à l'Eurovision. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous sur l'antenne de Radio J pour cette émission spéciale Yom Ha'atzmaut. On finit cette émission en musique. Je remercie quand même à la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud et Clément et tous nos invités qui étaient avec nous. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain pour une émission classique dès 15h avec Samuel Benchetrit et mes chroniqueurs. Belle journée à tous.